La riposte, c'est vous. Suivez la chaîne, activez la cloche, donnez au poste. Soutenez-nous sur auposte.fr. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce 8e déjà épisode de Bouffe de là. Je suis toujours Nora Boisoni et je suis toujours ravie de vous retrouver en direct pour parler alimentation. Bonjour aux personnes qui nous suivent sur le chat. Je ne vois pas encore le chat, on a un petit souci technique donc je ne vous vois pas. J'espère que vous êtes déjà nombreux et nombreuses. N'hésitez pas comme d'habitude à réagir et à poser vos questions et n'oubliez pas, adonnez-vous pour qu'Auposte puisse continuer à vous proposer des interviews, des vidéos de qualité en toute indépendance. Car l'indépendance, contrairement à la gentillesse, ça n'est pas gratuit. Voilà, alors abonnez-vous aussi sur YouTube, parce que ça prend 2 secondes et ça pourra nous permettre de prétendre à certaines aides financières, parce qu'encore une fois, Auposte survit grâce à vos dons. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à vous adonner. Alors aujourd'hui, on va parler de restauration collective, des restaurations collectives. Ça représente 3,7 milliards de repas servis chaque année en France, 25 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 300 000 salariés. Quand on parle de restauration collective, on pense forcément qu'à fêtes d'entreprise, cantines scolaires, mais on oublie que la restauration collective, c'est aussi dans des lieux de privation de liberté, dans des hôpitaux, des cliniques, dans le social aussi, dans les EHPAD, l'administratif, dont l'armée. Donc c'est un secteur qui a une grande diversité de situations et autant de problématiques, j'ai envie de dire. Mais c'est aussi un secteur qui traîne une mauvaise réputation. Pour résumer, c'est pas bon, c'est fade, c'est réchauffé, ça donne pas envie, la cantine c'est dégueu, toujours la même chose. Heureusement, il y a des gens qui cherchent à remettre de la cuisine dans la cantine, du local, du bio, du frais, du saisonnier et de la joie pour manger ensemble. Parmi ces gens, j'en ai des frissons d'enthousiasme. Parmi ces gens, il y a Marine Jobert. Bonjour Marine. Bonjour Nora. Comment ça va ? Ça va bien, je suis très contente d'être avec vous. Merci d'avoir accepté l'invitation de Bouffe de là. Tu es coordinatrice nationale de l'association nationale collectif Les Pieds dans le Plat. Alors qu'est-ce que c'est ? Tout de suite, hop, je te lance la perche. C'est quoi ce collectif ? Alors le collectif, il est né, en tout cas les gens qui le composent se sont rencontrés suite au Grenelle de l'environnement. L'État à l'époque avait déjà conscience qu'il fallait augmenter notamment la qualité de ce qui était servi dans les assiettes et avait demandé au GAB, au groupement d'agriculteurs biologiques dans toute la France, de repérer des cuisiniers et des diététiciennes. Alors c'était très genré à l'époque. Ça c'est une profession, il y a quand même pas beaucoup d'hommes, même aujourd'hui encore. Oui, c'est vrai. Chez nous on a aujourd'hui que des diététiciennes et quelques cuisinière quand même. Voilà, ça progresse. Et donc, l'État avait demandé au GAB d'identifier des professionnels qui avaient déjà des pratiques qui étaient, on va dire, en avance et, assez engagées sur la bio, notamment. C'était en quelle année, ça ? Le Grenelle, c'est 2009. Voilà, donc ces gens se sont rencontrés, ils avaient beaucoup en commun, donc ils ont continué à se voir. J'y étais pas, mais ça a l'air d'avoir été une époque beaucoup très engagée, très militante. On traverse la France, on va faire à manger 5000 repas dans une fête qui avait du sens, dans des festivals. Pas les pique-niques en blanc sur les invalides, quoi. Non, absolument pas. et on commence à créer du contenu, on commence à créer de la formation, à réfléchir ensemble à qu'est-ce qu'on doit mettre au centre de la formation, parce qu'ils identifient que c'est la formation qui manque en fait au personnel de cuisine. Et en 2014, ils écrivent une charte qui est encore notre charte aujourd'hui, qui est en évolution, dans laquelle ils posent un certain nombre de principes: l'agriculture paysanne, les semences paysannes, la revalorisation des métiers, l'agriculture biologique évidemment, le fait d'utiliser un certain nombre d'ingrédients, on en parlera sûrement tout à l'heure, qui battent en brèche tout ce qui sort de l'industrie agroalimentaire, des huiles première pression à froid, des céréales semi-complètes, travailler sur une variété aussi de semences où on n'utilise pas qu'une sorte de blé, on utilise pareil sur plein de productions. On fait rentrer de la diversité en cuisine. Donc ils écrivent cette charte, vous pouvez aller la voir, elle est sur le site du collectif, et elle continue à nous guider.
il pose aussi comme principe la cuisine sur place, cuisiner sur place. On en parlera aussi après. On en parlera. Et il pose, qu'ils iront travailler aussi pour des collectivités, surtout des associations, et pas pour la restauration privée. Voilà, ça fait partie, en gros, des grands jalons. En 2014, il décide de créer l'association collectif Les Pieds dans le Plat, dont le siège est en Dordogne, encore aujourd'hui. C'est là qu'on s'est rencontrés. Exactement, on s'est rencontrés à Périgueux, au Salon du Livre Gourmand, et parce que la plupart des cofondateurs étaient dans le Périgord, ça aura son importance dans la suite de l'histoire. Le teaser total. Donc ça fait 11 ans que le collectif Pieds dans le Plat est né, si j'ai bien compris. Officiellement. Officiellement, ouais. Voilà. Qui est-ce que vous accompagnez? Quel genre de structure vous accompagnez? Est-ce que ça reste régional? Est-ce que c'est national? Est-ce que tu as des chiffres à nous donner? Alors, c'est une association qui est nationale et qui est sollicitée en fait par les collectivités locales, mais aussi par les associations et de plus en plus par le médico-social qui est très à la traîne. On en parlera tout à l'heure, je pense. Et qui nous demande en fait de venir dans les établissements pour soit dès le départ structurer un projet d'établissement autour pour leur alimentation, soit venir aider les équipes en cuisine à améliorer des techniques. Donc soit en amont vous construisez, soit vous venez à faire une sorte d'audit ou en disant on pourrait changer telle pratique, mettre ça en place. Okay. Donc on fait effectivement un diagnostic de l'état initial, on voit comment les gens travaillent ensemble, parce que tout cet aspect social du travail en cuisine sur des métiers qui sont globalement peu valorisés, c'était les cuisiniers de restauration collective, c'était ceux qui n'avaient pas réussi. Alors déjà, les cuisiniers, c'est ceux qui déjà avaient foiré les études, ce qui est aberrant, mais voilà. Et deuxièmement, c'était la deuxième catégorie. Pardon, je veux froisser personne, c'est pas ce que je pense du tout. Mais c'était ceux qui voulaient avoir des horaires, qui voulaient avoir les vacances. Et puis, ils tutoyaient pas les étoiles. Ils faisaient à manger pour des gosses. Des gens qui veulent avoir une vie, on peut le dire. Et oui, c'est plutôt tout à leur honneur. Mais aussi. le Covid l'a montré aussi. Il y a eu pas mal de gens qui sont arrivés en restauration collective aussi parce que n'ayant pu travailler pendant la période du Covid, ils se sont dit mais c'était pas mal. C'est bien de pas travailler 80 heures semaine, payer un SMIC amélioré. Donc, travailler cet aspect social pour que les gens travaillent ensemble et aient du plaisir et puissent aussi, se saisir des questions qu'il y a derrière l'alimentation. Ce qui était aussi au cœur du projet du collectif Les Pieds dans le Plat, c'était d'intégrer les réalités du monde, c'est-à-dire le dérèglement climatique, c'est-à-dire aussi la question agricole. Qui va nous nourrir demain? On est aujourd'hui, alors ça fait quelques années qu'on le dit, que dans 10 ans, la moitié des agriculteurs seront partis à la retraite. On a fait un épisode avec Thomas Gibert de la Conf Paysanne, donc on a couvert le sujet, effectivement, c'est un enjeu dont il faut se saisir, et la restauration collective, on en parlera tout à l'heure, peut-être est un des leviers justement pour ça. Exactement. Il y a aussi toute la question du fardeau sanitaire engendré par notre alimentation, la mauvaise alimentation. Donc il y a tout un pan d'amener les enfants, parce qu'on a bossé beaucoup sur la restauration scolaire, même si on fait d'autres secteurs. Donc aider les enfants, aider les gens qui les encadrent à leur proposer la meilleure nourriture. Il y avait aussi toute la partie relative à leur santé. Alors là, pour le coup, quels sont les contaminants qu'on fait ou pas entrer dans leur corps à travers notamment les pesticides et à travers tout ce qui passe dans les contenants alimentaires, je pense notamment à tous les perturbateurs endocriniens. Et puis il y avait, c'était surtout ça, ces grands points-là. Et puis ici, il y avait aussi l'effondrement de la biodiversité, tout simplement. Si on soutient une agriculture qui n'utilise pas de pesticides de synthèse, on donne une chance déjà aux agriculteurs de pas se tomber malades rapidement, mais aussi à la nature d'arrêter de dévisser. On parle de 6e crise de l'extinction. Ça passe aussi, en tout cas, les remèdes passent aussi par notre assiette. Donc c'est tout ça. Et ça, pour revenir aux accompagnements qu'on fait dans les cuisines, c'est quelque chose auquel il faut associer les personnels. On peut pas dire aux gens, alors, ce que vous faisiez avant, ça allait pas du tout. Maintenant, on va vous montrer comment on fait, sans leur expliquer quels sont tous les enjeux qui sont derrière. C'est la co-construction. C'est la co-construction, voilà. Donc, on va prendre un temps, à chaque fois qu'on fait un accompagnement, d'expliquer les raisons pour lesquelles
on va engager ce changement. Et on en parle ensemble. Et on en parle ensemble. Évidemment, on les fait cheminer. Je veux dire, tout le monde, aujourd'hui, devrait être partie prenante, là où il est, de ce qui est en train de nous arriver à tous. Tout le monde a trop chaud, tout le monde s'interroge sur est-ce que ce que je mange, c'est bon pour ma santé. Tout le monde est farci de produits chimiques. Donc, c'est vraiment un sujet qui doit être empoigné par tout le monde, y compris dans les cuisines. Voilà. Donc vous accompagnez aujourd'hui combien, est-ce que tu as un chiffre, et combien de cantines scolaires, par exemple, vous accompagnez, ou combien de personnes, ou alors peut-être un chiffre annuel, je sais pas, ou une évolution? Les chiffres. Au départ, des pieds nickelés qui font ça et qui comptent pas ni leurs heures, ni le nombre d'accompagnements. En gros, on est sur un chiffre aujourd'hui, mais qui va entre 10 et 12 000 de personnel de cuisine qui ont été accompagnés depuis le début. Ce qu'on essaye de faire, alors c'est pas un chiffre, mais ça va peut-être parler aussi, c'est, on essaye très modestement, hein, mais d'être inspirant. Bon, ça fait un peu mot LinkedIn, j'en ai on conscience. Est sur un podcast féministe, voilà, inspirant. J'espère que vous m'en voudrez pas. Mais c'est vraiment ça. On essaye de faire des premières fois. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a un effet d'entraînement. Souvent, ce dont on se rend compte, c'est que des élus, des responsables associatifs, eh bien, ils ont des envies. Mais il leur manque l'accompagnement technique. Donc ça, c'est ce qu'on donne. Mais surtout, ils ont beaucoup de peur. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de montrer par l'exemple que c'est possible, aujourd'hui, de mettre en place, dans un certain contexte dont on parlera tout à l'heure, une alimentation 100% bio, hors produits de la mer, mais enfin 100% bio, 100% fait maison, hyper important, le plus local possible, et toujours de saison. J'aimerais bien après qu'on revienne sur pourquoi tous ces points-là. Bien sûr. Et que ça coûte pas plus cher. On en parlera aussi, évidemment. Voilà. Et quand ils voient que dans une structure qui ressemble à la leur, c'est possible, eh ben, ça leur donne vachement de courage. Parce qu'ils se disent, bon, bah, ils l'ont fait, on peut le faire, nous on en a la volonté. Donc on va dans des structures auxquelles on présente aussi les résultats qu'on a faits et où il y a quand même un minimum de volonté politique. Oui, en fait, j'allais te demander, est-ce que vous allez souvent vers, ou est-ce qu'on va plus vers vous? Et est-ce que quand vous allez vers, si c'est le cas, vous rencontrez des résistances plus au niveau politique, ou peut-être même au niveau des cuisiniers-cuisinières qui disent, moi, j'ai pas envie de changer la manière dont je fais, vous êtes chiant, qui vous êtes pour venir nous apprendre notre métier, quoi? Alors, on sollicite personne. Déjà, on fait pas ce travail-là d'aller chercher. On est toujours sollicité par des collectivités, par des associations. Quand on sent que le compte n'y est pas tout à fait et qu'ils peuvent taper plus haut, on va les accompagner aussi à élaborer. On fait des fois des séances où on dit aux élus quelle serait votre cantine idéale. Alors, ça paraît un petit peu bateau, mais en fait, ça les aide eux aussi à progresser parce qu'on se rend compte que y a des élus, le GIEC, ils en ont jamais entendu parler. Donc, les raisons pour lesquelles ils iraient au-delà des objectifs que la loi leur impose, dans le cadre de la loi Egalim sur le volet restauration. On parlera aussi, évidemment. On va parler de plein de choses. On doit les aider aussi à cheminer. En fait, voilà, on les accouche un petit peu d'un projet ambitieux de cuisine. Mais bon, il faut quand même qu'il y ait un peu la base. On va pas venir une demi-journée sur, je sais pas, la végétalisation des assiettes, à se retrouver avec, alors à les aider à accommoder des steaks de soja industriels, par exemple. Il y en a qui le font, mais nous, on le fait pas. Ok. Alors, on va maintenant poser le cadre de qu'est-ce que c'est que la restauration collective. C'est quoi les différences principales avec la restauration commerciale, déjà? Et c'est quoi, justement, les contraintes, par exemple, ou les caractéristiques qui sont vraiment inhérentes à la restauration collective? Alors, bon, il y a un gros paquet qui s'appelle la restauration hors domicile. Voilà, dedans, on met restauration collective, restauration privée. Moi, je dirais que Bon, les deux ont une obligation, c'est de ne pas rendre malade leurs convives. Ils ont des règles communes qui sont notamment regroupées sous un acronyme qui s'appelle HACCP, qu'on est en train de rebaptiser, nous, HACPP, qui est l'acronyme de notre association.
Bon voilà, donc CCP. ouais, mais, non, mais ça paraît anecdotique, mais en fait, aujourd'hui, les cuisiniers, ils sont tous formés et parfois une fois par an à l'hygiène, mais pas à la végétalisation des assiettes, alors que on connaît, et je suis pas végétarienne ou végane ou quoi que ce soit, et personne ne l'est. Même tu pourrais. Non, mais je veux dire, je parle pas de ce point de vue-là, et nous, c'est oui, pas tu veux notre... dire, c'est pas du prosélytisme que vous faites pas du là-dessus, tout. mais on connaît les effets délétères sur la santé. Exactement. Et on sait aussi que la consommation de viande, ça va un peu pour tout le monde, entre guillemets pour tout le monde, mais que c'est la consommation de fruits et légumes frais, notamment, qui est plus problématique chez les personnes qui sont dans des classes populaires ou en situation de précarité, et qu'à la cantine, souvent, c'est le seul endroit où les gamins, ils vont pouvoir manger des fruits et des légumes. On va en reparler chaque de ça jour. aussi, qui mange à la cantine. C'est un peu contre-intuitif, mais donc, voilà. tu disais, il y a l'hygiène. Voilà, l'hygiène, ça, c'est, on va sécurité dire, alimentaire, tout ça. Exactement. Donc ça, c'est valable pour tout le monde. La restauration collective, ensuite, va devoir suivre un certain nombre de préconisations sur le contenu des assiettes, ce qui n'est pas du tout le cas en restauration privée. Si tu veux mettre 1 litre de crème fraîche à 30% dans ta purée, ce qui va rendre les gens un petit peu... voilà, il n'y a aucun problème. En restauration collective, on n'a pas le droit. On doit suivre une fréquence de certains aliments. On doit, par exemple, maintenant proposer une fois par semaine un repas végétarien. On doit répondre... Enfin, il y a un cahier des charges, il y a un cahier des diététique, charges, nutritionnel, exactement, au grammage, etc. Et alors voilà, alors les grammages, oui et non. Il y a eu jusqu'à il y a quelques années, il y avait des grammages qui étaient s'imposer, mais c'est plus le cas. Okay, c'est donc, des que ce soit dit, le GEMRCN, qui est un peu la Bible des diététiciens, des diététiciennes, n'est rien d'obligatoire. Jetons-le en l'air allègrement pour coller aux mangeurs et à leurs besoins. Bon, je ferme la parenthèse, mais au moins c'est dit. Voilà. Donc la restauration collective, c'est l'hygiène et l'obligation de respecter un certain nombre de préconisations issues de l'État, parfois main dans la main avec les lobbies aussi. Voilà. C'est-à-dire ? Eh ben, alors ça c'est vraiment dans le domaine public. Il y a un très bon rapport qui a été écrit par Laure Ducot, qui continue aujourd'hui à documenter les questions d'alimentation. Qui a écrit Les frites viennent des patates. Exactement. Qui avait à l'époque pour Greenpeace réalisé en 2017 un rapport où elle montre que pas mal de préconisations ont été sur quelle est la fréquence de tel et tel produit, et notamment les produits laitiers. Ah, j'allais dire, on est sûrement sur la viande et les produits laitiers. Ah bah dis donc, qui est étonné? Pas nous. Voilà. Et donc, elle a mis en évidence, elle l'a documenté, que ces préconisations avaient été dictées par ces interprofessionnels et qu'on se retrouvait avec des proportions par rapport aux besoins journaliers des enfants qui étaient complètement aberrants. Et voilà. Alors, ça va mieux, mais on est encore... je savais pas du tout, tu vois, que les lobbies allaient jusque dans les cantines. Je sais que les lobbies vont à l'école, on sait qu'Interbev donne des brochures, etc. Mais je savais pas que ça allait jusque dans les recommandations officielles pour les cantines. Vu que le marché est énorme, j'imagine que oui, ils ont un intérêt financier énorme à pousser pour que leurs produits soient vendus là-bas. Et on le voit encore aujourd'hui, il y a la stratégie nationale pour l'alimentation qui a mis énormément de temps à arriver. Et on est tout un collectif d'associations à avoir contribué pour essayer de la décrypter. Elle est en consultation en avril et en mai 2025. Et justement, la question de la viande reste un sujet très controversé. Ils n'ont pas voulu mettre de limite, justement, quant aux quantités. Je réponds juste à une question parce que quelqu'un demande, Raffol dit le soja a été déconseillé pour les enfants en restauration collective. Eh bien, je vous conseille d'aller lire le point que l'ONAV a fait sur la consommation de soja, qui débunk comme des idées reçues et qui montre qu'il y a des limites à ce que l'ANSES, donc c'est l'ANSES il y a une semaine ou deux, qui a publié un rapport en disant on déconseille tant de consommation de soja en restauration collective pour les enfants. Donc voilà, je vous conseille de trouver le lien facilement, ONAV, O-N-A-V, Observatoire national pour l'alimentation végétale.fr, qui a publié un super article en disant, voilà, en pointant les failles de ce rapport de l'ANSES. Donc le soja, il n'y a pas de problème. Je veux dire, personne ne mange 2 kilos de soja par jour, hein, évidemment. Mais donc voilà, je vous conseille d'aller voir ça. Voilà,
c'était vraiment le... Voilà, merci. Eurial est extraordinaire. Eurial a trouvé le lien. D'ailleurs, bonjour. Je vois le chat, ça y est, je vous le dis, je vois le chat. Vous pouvez y aller avec les questions, vous pouvez y aller avec les réactions et les commentaires. Et le soja, c'est pas un produit qui est très très utilisé en restauration collective, et je crois que l'ANSES pointait pas mal le soja utilisé dans les préparations déjà industrielles. On viendra au fait maison, mais voilà. Puis je crois qu'il y a les modes de culture aussi c'est les isoflavones qui sont problématiques. C'est toujours pour finir la parenthèse sur le soja, mais que tout le monde sache, effectivement, c'est les isoflavones qu'on appelle phytoestrogènes, qui sont pas des oestrogènes, qui sont des phytoestrogènes. Et il y a des années, il y avait eu un rapport, un papier médical qui disait oulala, attention, perturbateur endocrinien super méga grave. Et donc depuis, le soja a extrêmement mauvaise réputation. Mais si c'était des phytoestrogènes qui faisaient mal à tout le monde et filaient des cancers, je pense que les populations asiatiques seraient toutes en train de dépérir de cancer, et ça n'est pas le cas. Donc arrêtons la psychose autour du soja. Qu'on se le dise, voilà. Tu voulais me parler, je crois, aussi de toi. Qu'est-ce que tu faisais avant d'être coordinatrice nationale? Parce que j'ai oublié de te poser la question, mais qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, de t'intéresser à ça? On reviendra après, je fais un peu dans le désordre, mais je me suis rendu compte que j'ai oublié ça, de te dire qu'est-ce qui t'a amené. Est-ce que t'étais nutritionniste, t'étais diététicienne ou... Pas du tout. Moi, depuis que j'étais petite, je voulais être journaliste. Et donc, j'ai réussi à faire ça. J'ai fait tout comme il fallait, une école de journalisme, et j'ai commencé à travailler en radio. Et ensuite, je me suis intéressée aux questions dites d'écologie. C'est pas pour vous raconter ma vie que j'en parle, mais c'est pour dire que petit à petit, cette question des pesticides, de l'effondrement du vivant, cette question de la contamination des êtres humains, de l'explosion des maladies, et puis par ailleurs la question justement de l'alimentation, qui est quand même la principale source d'exposition, était commençait à devenir obsessionnelle. J'ai fait un petit crochet par le monde associatif. Je pense à la recherche aussi de plus d'action. Donc j'ai découvert le métier de coordinatrice dans une association qui s'appelait Nous voulons des coquelicots. On a fait une campagne de 2 ans pour demander l'interdiction des pesticides de synthèse. Et j'avais rencontré le collectif Les Pieds dans le Plat, et j'avais, comme pas mal de monde, identifié qu'effectivement la restauration collective serait un levier formidable. Et c'est des gens tellement formidables, tellement humains et en même temps déterminés à mettre leur métier au service des enfants et des mangeurs de manière générale. Et en même temps, c'est pas une association, je sais pas comment dire, c'est pas des professionnels de l'associatif, c'est d'abord des faiseurs, c'est d'abord des gens qui y vont, ils tapent dans le tas. Des militants et militantes. C'est vraiment oui, mais en même temps, on est une diversité de gens. C'est pas juste des gens. Il y a plein de sensibilités et de très très belles personnes, et vraiment je les ai adorées tout de suite. Et puis après il y a eu, alors oui, j'ai quand même fait un CAP cuisine qui a été une expérience géniale parce que j'ai appris énormément de choses et je les comprends d'autant mieux. Alors j'ai pas fait un CAP ou un BTS diététique pour autant, mais le CAP cuisine a été très formateur. J'ai bossé un petit peu en restauration, je suis allée en cuisine centrale aussi pour voir comment ça fonctionnait. On parlera de et après j'ai commencé à faire ce poste là et à travailler à faire connaître le collectif, parce que à mon sens on avait besoin de bien diffuser les valeurs qui étaient les nôtres et pouvoir dire la cantine ça peut être ça aussi. Yes. Il y a Amadeus Horus qui pose une question sur la qualité des produits. On en parlera, Amadeus Horus, quand on parlera de la loi Egalim, donc on répondra à cette question. Je vais en finir avec le soja parce que je vois que ça excite tout le monde. La culture de soja, effectivement, Maître Bello, c'est la première cause de déforestation, sauf que c'est pas le soja qui sert à l'alimentation humaine, mais celui qui sert à l'alimentation des animaux qu'on mange ou que des gens mangent. Donc juste petite précision, voilà. Maintenant, le soja, voilà exactement. Voilà, Amadeus Horus qui a répondu. Voilà, stop avec le soja, on revient aux cantines. La cantine, tu disais, donc on parlait des caractéristiques inhérentes, etc., mais on ne connaît pas vraiment le fonctionnement de la restauration collective. Est-ce que tu peux expliquer les 2 modes de gestion, parce qu'il y a la gestion directe et la gestion concédée? Est-ce que tu peux nous expliquer, comme ça on continue, on poursuit sur le cadre de comment ça marche pour après voir comment on transforme? Ok. Alors... donc on va prendre les différents niveaux très rapidement. Aujourd'hui, en termes de compétences, ceux qui sont compétents pour maternelle, primaire, c'est les mairies.
Ceux qui sont compétents pour les collèges, c'est les départements. Et ceux qui sont compétents pour les lycées, c'est les régions. Voilà. Ok. Donc, je dis ça parce que s'il y a des parents d'élèves qui nous écoutent et qui sont pas contents de ce qui est proposé, ils sauront déjà à quelle porte il faut aller toquer. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, quand on a le service de restauration en maternelle et en primaire, n'est pas obligatoire. C'est-à-dire qu'un maire peut très bien dire, moi, c'est pas, j'ai pas les moyens, j'ai pas envie de m'embêter avec ça. Je n'offre pas, je ne propose pas de service de restauration. Bon, mettons qu'il a envie. Donc là, il y a deux possibilités qui s'offrent à lui ou à elle. C'est soit de prendre en charge lui directement. Donc là, c'est en régie. Donc c'est lui qui va être l'employeur de l'équipe de cuisine. Alors des dames de cantine en général, c'est toujours le cas, mais aussi qui va gérer l'infrastructure et qui va recevoir les factures des fournisseurs. La secrétaire de mairie va gérer tout ça. Voilà. Donc là c'est en régie directe. Ils sont eux-mêmes opérateurs en fait de la cuisine. Ok. Voilà, pour faire très simple. Voilà. Ou alors, il va décider que c'est compliqué, il y a trop de RH, il y a trop d'aléas autour de l'hygiène dont on a parlé, parce que les toxi-infections alimentaires, les TIAC, c'est vraiment la hantise, ça se comprend d'un certain côté, des mères. Et sur ça, la restauration privée a beaucoup insisté à une époque, on y reviendra après. Mais et donc ils délèguent, soit ils font une DSP, une délégation de service public, ou alors ils concèdent à des entreprises privées. Quelles sont-elles, ces entreprises ? Il y en a 3 majoritaires qu'on connaît un peu. C'est Sodexo, c'est Elior et c'est Compass. Alors les deux premiers sont français, le troisième est britannique. Sodexo, d'ailleurs, je crois, c'est peut-être le numéro 1 mondial, je crois, de la restauration collective. Complètement. Ils sont dans énormément de secteurs, pas que dans la restauration scolaire, de loin. Et en France, ils ont pas mal... ils sont assez actifs, et notamment dans la restauration, dans les établissements privés, type enseignement sous contrat et tout ça. Je dis ça parce qu'on reçoit beaucoup de mails de parents qui sont au bout de leur vie. Et voilà, mais voilà, ils sont assez actifs dans ce domaine-là. Donc proportionnellement, il y a beaucoup plus de restauration concédée ou en DSP dans le primaire. Ok. Les collèges et les lycées ont historiquement gardé la main sur leur restauration et aussi fait pas mal de garder leur cuisine sur place. Ça, c'est important. Ah oui, c'est la question que je voulais te poser, ça. Ouais. Est-ce que quand on a une gestion, une régie directe ou concédée, est-ce qu'il y en a une où il y a une cuisine sur place obligatoirement et l'autre non? Ou alors non, c'est pas du tout une question qui se pose Pas du tout. D'accord. J'ai envie de dire, ça n'a rien à voir. Alors ça a peut-être à voir... alors je voudrais juste dire quelque chose qui est important, c'est qu'au niveau des chiffres, c'est vraiment la croix et la bannière pour avoir les chiffres. Même l'État en fait l'aveu. Chaque année, dans le cadre de la loi Egalim, le gouvernement doit faire un rapport au Parlement pour dire, bon voilà où on en est de l'application de la loi. Et je relisais avant de venir, il y a une ligne où ils disent, bon, on vient de relancer des études, là, on aura ça courant 2025, parce qu'on ne sait pas très très bien ce qui se passe. Alors on a des grands équilibres, on a des grands chiffres, on sait qu'il y a 80 000 lieux de restauration, et ils espèrent en savoir plus parce que dans le cadre d'Egalim, il est obligatoire pour les établissements de faire une déclaration sur une plateforme gouvernementale qui s'appelle Ma Cantine. Et grâce à ça, ils vont avoir une cartographie un peu plus fine de l'écosystème. De l'écosystème, voilà. Après, je vous ai ramené quand même quelques chiffres. Allez, parce que, tu vois, voilà. t'as les chiffres. J'adore les chiffres. Je me permets de prendre mes notes parce que je me les ai disais pas aussi juste que la appris, gestion directe, par cœur. c'était 60% de la restauration collective, c'est ça, majoritairement milieu scolaire. Oui, en direct. Il y a ça. Okay. Alors, et ensuite, il y a un autre chiffre, c'est qu'on est à peu près à 50-50 sur cuisine sur place et cuisine faite dans des cuisines centrales. Ok, ça on parlera de la différence. Alors,
Il y a 80 000 lieux de service, ça je vous l'ai dit, 3,7 milliards de repas, tu l'as dit. C'est le scolaire quand même qui est le gros lieu où la restauration collective. Le public, c'est à peu près 3/4 qui est, on va dire, le donneur d'ordre et 1/4 le privé. Universitaire, c'est pas grand-chose, comme le pénitentiaire, c'est à peu près 2% des repas consommés. Là, c'est en nombre de repas. L'hospitalier, c'est 22% des repas de la Restoco. Médico-social, dont EHPAD, c'est 20%. Et l'administratif, c'est 6%. Voilà. Et après, il y a les entreprises du secteur privé, mais ça, c'était pas chiffré dans on est vraiment le tableau. sur enfants et santé, on va dire quand même C'est aussi, ça. et personnes Exactement. âgées. Exactement, médico-social. Okay, médico-social. Voilà, c'est ça. 36% scolaire, ça, c'est le gros hospitalier, marché, 22%, médico-social, 20%. Ma question suivante. Ah oui, Amadéosaurus, tu poses de très bonnes questions auxquelles on répondra dans la partie sur la loi Egalim, justement, sur les obligations ou non d'avoir des produits locaux, des produits bio dans les cantines scolaires. Ça, on y reviendra. Donc, reste avec nous, s'il te plaît. Tu auras les réponses à toutes tes questions. Je voulais savoir, donc, on disait, on a fait la différence concédée, etc. D'ailleurs, tu parlais de Sodexo. David, qui est derrière moi, qui fait la réalisation de cet épisode de Bouffe de là. David, il avait convoqué au poste un journaliste indépendant qui s'appelle Jean Songe, qui a écrit une enquête sur Sodexo. Donc vous pouvez aussi aller après l'émission regarder cette super émission sur Sodexo, enquête au cœur du capitalisme français. Et oui, capitalisme. Est-ce que toi tu dirais qu'il y a une gestion concédée ou directe qui est meilleure que l'autre? Est-ce qu'on peut le dire aussi facilement? Est-ce que c'est aussi binaire que ça? Est-ce qu'il vaut mieux avoir une gestion directe ou est-ce qu'il vaut mieux avoir une gestion concédée? De manière générale, je pense que le fait de confier l'alimentation à des entreprises qui ont notamment comme objectif la rentabilité est en soi pas forcément une bonne idée, je le dis avec un peu d'euphémisme, enfin c'est une litote plutôt. Donc que ce soit en régie directe, c'est plutôt une bonne chose que ça reste dans le giron des politiques et les collectivités dans le public. Donc déjà, ça c'est déjà une donnée de base. Simplement, être en régie publique, ça ne dit rien sur la manière dont on s'est organisé, ça ne dit rien sur la qualité des produits, ça ne dit rien sur le mode d'organisation. Alors, je vais commencer par le mode d'organisation. Ça nous amène à parler aujourd'hui d'un débat qui est assez, brûlant. Ouais. Brûlant même. Non, mais brûlant dans le sens, donc je dis de quoi il s'agit. C'est est-ce que la cuisine est faite sur place, voilà, ou est-ce qu'elle est faite dans une unité de production dite cuisine centrale, voilà. Donc cuisine sur place, je pense que tout le monde voit à peu près, mais il faut quand même savoir quels sont les approvisionnements. Bien sûr. Voilà. Cuisine centrale, de quoi parle-t-on? Cuisine centrale, il y a plein de typologies de cuisine centrale. On peut être sur des cuisines centrales de 500 repas, de 1000 repas, mais on peut être sur des cuisines de 3000, on peut être sur des cuisines de 15 000, de 25 000. Je me suis laissé dire, je suis pas allée, que celle de Marseille que la mairie vient de quitter avec Sodexo aurait été de 50 000. Ils ont rétropédalé là? Ils sont en régie j'ai pas vu. Ouais, d'accord, ok. Déjà. Alors oui, alors j'ai vu qu'il y avait un petit peu de rétropédalage et tout ça, mais enfin bon, disons, on va dire qu'il y a un mouvement et je pense qu'il faut accompagner tous les gens qui sont en mouvement. C'est pas simple. On est sur des grosses métropoles. Enfin voilà. Donc après, il y a énormément de petites cuisines. Pourquoi va-t-on faire le choix d'une cuisine centrale? Il y a plein de raisons. J'aime quand tu poses des questions que j'ai pas encore posées. Non, mais vas-y. Les cuisines centrales, ça peut être dû à plein de raisons. Ça peut être parce qu'il y a plusieurs petites écoles et on va mutualiser pour pouvoir desservir ces cantines. Ça va être parce qu'il y a l'idée qu'on va faire des économies. Donc ça, j'aimerais bien avoir les chiffres. Oui, on va en parler après du coup, justement. Voilà. Ouais. Il y a une certaine fascination probablement pour le gros, le grand, plutôt parce que
quand vous êtes dans une cuisine centrale, on peut faire travailler la question de l'ARH est différente de quand on est sur une cuisine sur place. On est moins dépendant même si la question RH est pas simple, hein, même dans les cuisines centrales. Mais disons, j'y ai travaillé, donc je vois bien. J'étais intérimaire. C'était moi, c'était quelqu'un d'autre. C'est la même chose. Hein. C'était des gens très bien, hein, dans cette cuisine centrale. Mais il y avait un turnover de malades. Ils arrivaient à impliquer difficilement les gens. On parle donc, qu'est-ce que c'est qu'une cuisine centrale ? On va dire une typologie basique. On est dans une atmosphère réfrigérée souvent. C'est grand, beaucoup de bruit. C'est des palettes énormes, énormément de manutention. Les cuisines centrales peuvent travailler selon 2 organisations, soit en liaison chaude, on va dire que c'est le mieux, soit la liaison froide. Donc liaison chaude, on commence très tôt, souvent en cuisine, on va faire tous les plats, en tout cas les plats chauds au petit matin. Ça va être livré dans des caissons qui maintiennent la température. Dans des camions qui vont amener là-bas où ça va rester en température et ça va être servi directement aux enfants. On va dire que c'est ce qui permet de dégrader le moins et les propriétés organoleptiques des produits et également le goût. Ouais. Voilà. C'est moins pire. L'autre système, c'est la liaison froide. En général, c'est celle qui met tout le monde d'accord, c'est pas bon. Je fais à manger le lundi dans ma cuisine centrale. Je refroidis en moins d'1 heure, je crois, non 2 heures, les produits à moins de 10 degrés. Donc ça veut dire ça s'appelle des cellules de refroidissement. C'est des trucs hyper énergivores pour faire redescendre en température. Je stocke dans une chambre froide. Ensuite, je mets dans des camions. Je transporte. Là-bas, on remet dans des chambres froides. Puis, on remet en température en moins d'1 heure. Donc, il faut que ça crache. Quand c'est des barquettes en plastique, il y en a qui sont bridées pour pas que ça fonde dans les fours. Et ensuite, on sert aux enfants. Vous pouvez faire l'expérience chez vous. Vous faites cuire des pâtes. Vous mettez une sauce. Vous le mangez tout de suite. Miamouche, c'est très bon. Vous faites la même chose. Vous refroidissez ça vite fait dans votre frigo, vous les mangez 5 jours plus tard, c'est pas la même chose parce que la réglementation permet de manger jusqu'à J+5 après fabrication. Et la liaison froide, elle sert justement à étaler la production et à ce qu'on puisse consommer ça J+2, J+3, J+4, J+5. Donc, donc voilà. Direct concédé, centrale sur place, chaude, froide, c'est bon. C'est bon. On a posé le cadre. Sauf que vous, au collectif puis dans le plat, vous vous êtes rendu compte que on ne cuisine plus beaucoup dans les écoles. Est-ce que ça permet de faire des économies ? Pourquoi est-ce qu'on cuisine moins qu'avant ? Est-ce qu'on cuisine moins qu'avant dans les écoles déjà ? Ou est-ce qu'on a toujours été un peu cuisine centrale, gros bac, machin, liaison froide ? Est-ce que les cuisinières de restauration collective cuisinent de moins en moins ? Pourquoi on cuisine moins ? Est-ce que c'est une question d'économie ? C'est une question d'économie de gaspillage ? Est-ce qu'on gaspille moins quand on cuisine pas sur place ? Pourquoi ce choix ? Alors, tu parles de gaspillage et après peut-être je referai un petit récap historique sur comment on en est arrivé à la situation actuelle. Pas trop long parce que j'ai pas envie qu'on n'ait pas le temps de parler de tout, quoi. Eh ben, le gaspillage alimentaire, en fait, malheureusement, ça c'est l'ADEME qui le dit dans un rapport de 2016 ou 2017, le gaspillage alimentaire est consubstantiel en fait à la cuisine, en cuisine centrale. Parce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est produit à un endroit, c'est mangé ailleurs. Tout ce qui va sortir de la cuisine, soit est consommé, soit est jeté. C'est des principes, la marche en avant, c'est une garantie d'hygiène. Vous voyez bien qu'à la différence d'une cuisine sur place, où par exemple je vais faire des carottes râpées, eh bien si elles sont pas toutes mangées, je regarde à l'envoi pour que tout parte pas, j'en ai fait 20 kilos.
En plus, si je l'ai payé plus cher, j'ai payé plus cher mes carottes parce que elles sont en bio. Voilà, ce serait dommage de les jeter. Je vois qu'il y en a que, je sais pas, 15 kilos qui ont été mangés ce jour-là. Eh bien, je vais les garder. Je vais faire une soupe. Je vais faire des galettes. Un gratin. Je vais faire un gratin, les mettre dans une lasagne. Et je vais pas perdre cette marchandise que j'aurais achetée peut-être un peu plus cher, que j'aurais travaillé. Et que des gens produisent à la base. Voilà. La question de la cuisine centrale, c'est que ce qui sort finira soit dans un estomac, soit dans une poubelle. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, un des éléments consubstantiels et que nous, on observe et qui nous paraît manquer, c'est, même s'il y en a qui essayent d'essayer de compenser ça, c'est l'accompagnement. On mange, on dit souvent, alors on a un parrain, on a la chance d'avoir un parrain au collectif qui s'appelle Olivier Rollinger, qui est un chef étoilé, mais qui est pas du tout, il va pas nous faire des petites quenelles pour améliorer l'ordinaire, pas du tout. Il est vraiment dans une réflexion autour de l'emprise de l'agroalimentaire dans les cantines. Et donc, lui, il nous dit, nourrir l'autre, c'est un acte d'amour. Alors, derrière l'emphase, il y a surtout la réalité, c'est que on mange ce qui a été produit par celui ou celle en qui on a confiance. Quand on connaît le cuisinier ou la cuisinière, il se passe pas la même chose que quand c'est posé comme ça sur une table par souvent des femmes qui sont en horaire fractionné, pas bien payées, pas bien considérées. Je sais pas si vous avez déjà suivi ce qu'on appelle maintenant une pause méridienne. Moi, je l'ai fait. Je l'ai même avec mes enfants. Je l'ai même minuté juste pour comprendre quelles étaient leurs conditions de travail. Il y a du bruit, il faut aller vite. On a des enfants qui savent plus couper avec leur couteau, des enfants à qui on n'apprend plus parce qu'on est sur la 2e génération de malbouffe. C'est clair que les brocolis, ça passe pas hyper bien. Il faut accompagner ces enfants qui seront les futurs consommateurs, qui seront les futurs acheteurs de produits alimentaires. Donc si on les accompagne pas, et si on les accompagne pas, j'allais presque dire affectivement, en faisant ce lien. Oui, cet acte nourricier en fait. Voilà. Cuisiner pour nourrir. On a de la perte en ligne. Alors, je sais qu'il y a des cuisines centrales qui essayent de travailler avec leur personnel d'encadrement pour essayer de faire ça le mieux possible. Il ne s'agit pas de jeter l'eau propre sur tout le monde, mais c'est plus difficile. Et il y a un autre point que je veux aborder, c'est le fait maison. Ça recoupe ta question précédente. Nous, clairement, pourquoi on parle pas mal des cuisines centrales, c'est que les cuisines centrales, comme je vous le disais, c'est des gros volumes. Nous, on s'est rendu compte que faire du fait maison, c'est-à-dire tout faire, de A à Z. De A à Z. C'est fini les fonds de sauce, fini les poudres pour reconstituer, pour faire une crème pâtissière. Découper, tailler, on recommence. éplucher. Voilà, mais on exhauste vraiment le métier de cuisinier. On lui redonne vraiment ses lettres de noblesse. Les poulets, on les reçoit entiers. Avec un poulet, on fait 4 recettes. On n'a pas juste les cuisses. Les carcasses, on les reçoit entières. Tout ça, on recuisine vraiment à nouveau. Et on met dehors tous ces produits où il y a des quelque chose, toutes ces huiles de mauvaise qualité, on remet plus de légumes, on met des légumineuses, des légumes secs, donc des fibres. On est en déficit total de fibres dans notre population. Et je crois que c'est 80% de la population qui manque de fibres. Donc tout ça, on fait du fait maison. Et ça, ça demande de la compétence, ça demande de l'outillage. C'est ça qu'on amène aussi aux collectivités qui nous sollicitent. C'est acheter des machines pour éplucher, des machines, recasser des œufs à nouveau. Voilà. Là, j'ai un exemple. Vous allez voir un petit peu la folie du truc. On a accompagné là quand même. On aide aussi des cuisines centrales à améliorer. Ça peut arriver. Là, il y en avait une. Ils voulaient faire une omelette maison. Génial. Beaucoup mieux que des bidons d'œufs, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir. Oui, parce qu'il faut savoir ça. Oui, voilà. Les gens ne savent pas forcément, mais la plupart du temps, on cuisine pour des raisons d'hygiène surtout. Et de croyances d'hygiène. Oui, de croyances d'hygiène. Des bidons d'œufs qui sont déjà cassés. Voilà. Et blancs, des bidons blancs et jaunes. Et on mélange. Y compris en restauration privée. Ah, mais complètement. Mais je pense que beaucoup de gens seraient surpris d'aller fouiller dans les frigos des restos où ils ont peut-être la chance de pouvoir manger. Voilà, exactement. Et donc là, ils ont voulu faire, et ils avaient, je crois, 5500 œufs à casser.
Donc alors ok, ils ont tourné pour pas que ce soit toujours les mêmes et tout ça, mais vous voyez bien le gigantisme du nombre de convives impose au personnel de faire des choses comme casser 5500 œufs Déjà, dans la si matinée. nous, à la maison, on reçoit, je sais pas, où on a la chance de pouvoir recevoir des amis et qu'il y a 6 personnes à nourrir, on est déjà en galère à la maison. Enfin, je veux dire, c'est déjà compliqué. Alors, effectivement, Voilà. il faut se rendre compte aussi des ordres de grandeur. C'est intéressant. Justement, tu parlais du fait maison. Est-ce que c'est possible de passer au fait maison, parce que tu nous as donné les chiffres du nombre de repas qui peuvent être servis, préparés. Est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que c'est possible de faire du fait maison quand on sert 1000 repas par jour? Justement, Alors, 2000 repas par jour? Je t'ai dit qu'au collectif Les Pieds dans le Plat, les gens qui sont Rien formateurs... n'est impossible, tu veux dire? Non, c'est ça ah, si. Non, en revanche, on est vraiment des praticiens. Donc, c'est pas qu'on veut pas, mais on a constaté qu'en gros, à partir de, 1100, 1200, du vrai effet maison, totalement, on n'y arrive pas. Ok. C'est quoi? C'est une question d'organisation, de matériel, C'est une de temps, oui. de coût, tout ça? Ouais, ok. voilà. C'est trop de contraintes, on est des humains, quoi. Et puis, encore une fois, on fait du fait maison pour qu'il y en ait en moyenne 30% qui partent à la benne. Il y a un moment donné, il faut quand même s'interroger sur le sens de ce qu'on fait. Encore une fois, il y a quelque chose consubstantiel au système d'organisation qui ne va pas. Voilà. Après, on peut améliorer à la marge, encore une fois, cette éducation au goût. On va parler de ça justement. Comment voilà. est-ce qu'on améliore ce qu'il y a dans l'assiette aussi? Ouais. Mais je voulais avant parler, donc on parlait de gaspillage, on a parlé de remettre de la cuisine dans la cantine, on va en reparler juste après, du fait maison. Moi, j'ai été vraiment étonnée, parce que on s'était déjà parlé de ce sujet-là pour un podcast. J'avais aussi fait une table ronde avec quelqu'un de la cantine de Romainville, on en parlera après. Mais j'étais hyper étonnée, justement, de découvrir que ça ne coûte pas plus cher de faire maison dans les cantines scolaires, de cuisiner bio aussi. Il y a des établissements qui ont carrément fait des économies en cuisinant maison, avec des repas bio et maison à moins de 2 €. Et je me dis, mais vu qu'à l'achat, oui, tu vas me dire, mais vu qu'à l'achat, ça coûte quand même plus cher d'acheter de la bio, ça c'est vrai, ça coûte plus cher. Ça dépend. Ça dépend. Je me demandais, parce que moi ça me paraît un peu contre-intuitif, je me dis, ah bon, mais faire maison et bio, ça coûte moins cher, alors pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça plus massivement? C'est quoi le coût réel d'un repas industriel? Parce qu'il n'y a pas juste le prix de la matière, enfin, non. le coût matière, quoi. Quand tu dis 2 €, plus ou moins, c'est ce qu'on appelle le coût denrée. D'accord. C'est combien ça me coûte, moi, d'acheter par convive. Ah oui, c'est hors salaire, hors... Complètement. D'accord, ok. Hors fluide, donc tout ce qui est gaz, électricité, eau, et hors personnel, et hors personnel dans la cuisine et hors de la cuisine. Ok, voilà. D'accord. Et ça, ça va monter. Alors souvent, c'est ce qu'on appelle, donc si vous êtes des parents d'élèves par exemple et que vous voulez aller voir votre collectivité pour venir rediscuter de cette question, demandez-leur de vous communiquer ce qu'on appelle le coût complet. Et nous on se rend compte qu'il y a plein de collectivités qui ne connaissent pas leur coût complet. Ils n'ont pas fait le calcul de tout. En fait, tu vas voir l'électricité, elle est partagée avec l'école, donc voilà, l'eau partout, l'eau pareil. Donc c'est pas forcément simple à faire. Voilà. En revanche, ce qu'ils savent, c'est que quand ils sont en régie concédée, enfin en concédée, pardon, quand ils savent combien leur est facturé le repas. Et nous, en fait, on a fait ce calcul-là. Donc, tu parlais de Romainville. Donc, Romainville, c'est quoi? C'est donc une commune du 93 qui a une diversité de population assez élevée et avec un maire qui s'est dit moi, je veux que ça soit un axe fort de ma politique en tant que maire, de permettre à tous les enfants de manger sainement à l'école. Voilà. Et de les aider aussi à devenir des mangeurs conscients, etc. Voilà. Donc il s'est dit, on va y aller doucement, sans dogmatisme. On va remettre une cuisine dans une école. On va voir combien ça coûte. On va voir quels sont les obstacles concrets. Et puis on tirera un bilan et on verra si on étend ou pas le dispositif. Donc ils ont fait ça, c'est allé assez vite et on a fait un colloque de restitution en mai, il y a 2 ans, où on a tout mis sur la table, open source, on a invité tous les gens qui voulaient et ça continue, il y a 2 ans après, toujours des visites. Si vous êtes en région parisienne, le 7 mai 2025, et il y en aura après, il y a toujours des visites qui sont organisées. Cantine Maryse Bastier, voilà. La cantine Maryse Bastier, exactement. 350 couverts. Et donc, eux, ils avaient le prix auquel était facturé leur repas, ils savaient. Et ils se sont rendus compte que quand ils faisaient leur coût complet,
sachant qu'ils avaient embauché du monde, sachant qu'ils avaient fait des travaux, ils étaient 1 euro moins chers par convive. Et là, les derniers chiffres sont énorme, au moins en aussi fait. bons. C'est énorme. C'est absolument énorme. Simplement, il faut... avant, les repas venaient d'un groupement qui s'appelle le Ciresco. Et alors, pour revenir à dont on parlait tout à l'heure, c'était un syndicat intercommunal, donc public, avec 2 giga cantines de 42 000 repas. Et il y a une mère d'élèves qui est romainvilloise et qui a été à l'origine de la mobilisation du maire François Dechy, qui a croisé le fer avec Ciresco, qui est devenu table commune, et qui, à l'époque, avait sourcé que les pommes, par exemple, en tout cas une fois où elle avait vérifié, venaient, on est en France, de Nouvelle-Zélande. Oh, sérieux? Voilà. 42 000 pommes, tu vois, c'est quand même... De on arrive à des choses... Nouvelle-Zélande? Mais oui, parce que un point qu'on n'a pas abordé, mais quand on est sur des gros volumes, comme 42 000 repas par jour, mais même moins, ça veut dire que du coup, on s'adresse nécessairement à des gros fournisseurs. C'est pas Oui, en même fait, les GAB qui peuvent... Non, mais bien sûr, même aujourd'hui. les coops, les maraîchers, les gens Voilà. coopératifs, c'est un nombre très, 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 très élevé qui Exactement. devraient fournir, et puis en plus fournir régulièrement et avoir une production régulière, etc. C'est ça. Donc, Donc, on va nécessairement aller se fournir vers les énormes grossistes type Pomona, par exemple, qui vont faire venir d'où ils peuvent, avec le cahier des charges qui est le leur, et même avec de la bio. Mais c'est beaucoup plus compliqué, quand on est soi-même le donneur d'ordre, de contrôler d'où ça vient. Quand on est sur des structures plus petites, on peut faire le choix de ses fournisseurs, on peut contractualiser en direct. Alors, il y a aussi un gros débat en ce moment autour des marchés publics. Aujourd'hui, le localisme est interdit formellement dans les marchés publics. Et donc, il y a tout un mouvement pour dire, c'est bon, lâchez-nous les baskets. c'est-à-dire les avec appels ça. d'offres. On Les n'a appels pas le droit de dire je ne prends que ce qui est produit à 10 30 km, 30 km. 50, Voilà. voilà. Pour expliquer à tout le monde, c'est ça en fait. En revanche, il y a des techniques, On et peut même le contourner. ministère de l'Agriculture a édité des guides pour aider les gens qui font les marchés publics à faire ce qu'on appelle des allotissements fins. Aujourd'hui, pour le faire hyper simple, quand une collectivité fait un lot pour demander ses fruits, par exemple, ne peut répondre à ce lot que quelqu'un qui peut répondre à tout le lot. Si on allotit finement, c'est-à-dire si on découpe, quand on connaît son territoire, quand on sait que, par exemple, un maraîcher en bio, par exemple, avec lequel on a envie de travailler, lui, il va faire, je sais pas, 10 variétés de légumes, mais pas 15, et ben on va faire, par exemple, le lot avec ces 10 variétés de légumes. Et donc, on est sûr qu'il va pouvoir répondre. Le maraîcher qui est dans la commune, le maraîcher qui est 2 communes plus Oui, tard. c'est une manière de soutenir Son son territoire, Voilà. ses paysans paysannes, Exactement. au lieu d'avoir des appels d'offres qui justement vont être auxquels on peut répondre uniquement, comme tu le disais, si on est une très grosse structure et si on est Exactement. en Nouvelle-Zélande ou en Espagne ou que sais-je. Quoi. Voilà. Sur la cantine Maryse Basté, elle est donc devenue la première cantine d'Île-de-France 100% bio, fait maison. Locale, elle est même en région assez parisienne, locale. elle est à plus de 70% et toujours de saison. Pourquoi la saisonnalité? En 2 mots. Vas-y. Le goût, c'est quand même meilleur Oui. de manger dans la saison, et le prix, parce que ce qui est disponible dans les champs, forcément, est moins cher que ce qui est en avant-saison. Voilà, donc la saisonnalité. Et moins de gaspillage. Et moins de gaspillage. Alors, moins de gaspillage et aussi moins de viande. Je veux dire, Ouais. il faut pas se mentir. Ça tombe bien, c'est en phase avec les recommandations nutritionnelles. La viande, c'est quand même le poste qui coûte super cher. Ouais. Donc, moins de viande, mais mieux de viande. Ça veut dire qu'on va pouvoir acheter peut-être de la viande en bio. Alors ça coûte vraiment super cher. Mais on a tout un tas au collectif de recettes à ce qu'on appelle à grammage réduit. C'est-à-dire, on va faire une bolognaise, par exemple, avec de la viande hachée. Donc, on aura le goût, on aura la mâche, et on va rajouter, par exemple, des lentilles. Des lentilles, bien sûr, voilà, tu es au évidemment. Ben oui, mais je ne mange pas de viande, donc je sais faire tous ces petits Voilà. trucs-là. Juste, pardon, j'avais une question. Ectodius qui demande, est-ce que tu sais dans les crousses, c'est quel type de liaison? Froide ou chaude? Est-ce que tu sais ça? Alors, je crois que les crousses, c'est beaucoup de cuisine sur place. Ok, très Voilà. bien. Donc, Bon à savoir. on n'a pas ce problème-là. Maintenant, je ne prétends pas connaître tous les modes d'organisation des crousses. Et donc, Ah, quelqu'un qui était en visio avec toi ce matin, qui nous parle coquelicool.
quelqu'un qui était en visio avec moi ce Et oui, matin. et ben voilà, tu mais es oui. suivi, quelqu'un te suit. Bonjour d'ailleurs à toutes les personnes qui viennent Salut. d'arriver. On va reparler de la bio, etc. Donc je t'ai posé plein de questions là. J'ai pas envie qu'on oublie des questions parce qu'il y a plein de trucs intéressants. Comment on fait pour remettre donc de la cuisine dans la cantine? Moi, tu parlais de valoriser le métier, on parlait de mettre le cuisinier au centre. Mhm. Est-ce que vous formez les cuisiniers? Est-ce qu'il y a des formations spécifiques? Parce que les gens vont faire des CAP, Mhm. vont dans des écoles de restauration, hôtellerie, etc. Mais est-ce qu'il y a des formations spécifiques restauration collective, pardon? Alors oui, il existe des formations qui étaient jusqu'à présent assez imperméables à tout ce dont on vient de parler. Ah, super. Pour parler rien que du CAP cuisine, qui est quand même une porte d'entrée, je sors d'en prendre il y a 3 ans. Parler de bio, parler de végétalisation, enfin les légumes s'appelaient encore les accompagnements. Mais oui, Voilà. ça on adore les sides. Tous les VG vegan sûrs dans le chat savent de quoi on parle quand on veut un plat comme ça dans même un resto, on nous C'est sert ça. des patates Voilà. et du riz. Donc ça, c'est en train de changer. L'Agence Bio fait un travail de plaidoyer par rapport à ça. Il y a d'autres associations. Ça fait partie aussi des recommandations qu'on essaye de porter dans le cadre de la stratégie nationale de l'alimentation sous l'égide du réseau Action Climat. Donc il y a aujourd'hui, ça bouge, mais on nous explique que ce ne sera pas avant 3-4 ans. Mais ça bouge. Comment dire, les restaurations. Là, on était il y a quelques semaines à Saint-Malo. Il y avait un gros congrès des formations hôtelières. Ils se rendent compte qu'il y a un delta énorme entre ce qu'il faudrait faire et ce qu'ils ont le droit de faire encore en termes d'enseignement. Ça bouge. Mais aujourd'hui, ceux qui sortent des formations, ils sont pas encore tout à fait au jus des contraintes et des besoins en fait de la transition, voire de la révolution c'est-à-dire qu'il qu'on faut est faire. sur une restauration qui nourrit le collectif, qui nourrit plus de gens par Mhm. jour Mhm. que la restauration commerciale, notamment des enfants, des personnes âgées, du Mhm. personnel administratif, des personnes malades. Mais on n'apprend pas aux cuisiniers ce qu'on devrait leur apprendre. Et surtout, c'est une restauration collective où on mange moins bien que quand on a les moyens d'aller au resto, quoi. Donc, c'est-à-dire que, encore une fois, on a l'impression d'avoir deux modes de mode nourricier, Alors, quoi. c'est compliqué d'avoir une vue d'ensemble de ce qui se passe sur le territoire, mais je pense on peut dire quand même que les départements et les régions essayent de former le maximum tout ça se fait en ordre dispersé. Je pense qu'on peut dire ça. Et que les oubliés, c'est quand même les cantines rurales pour des questions de budget. Et c'est déjà chaud. Et non, je te disais tout à l'heure, on va plus souvent en formation hygiène qu'en formation sur les plats végétariens ou tout autre. Nous, c'est ce qu'on vient faire. C'est là où on vient les accompagner. À comprendre pourquoi ils le font, à leur transmettre des techniques, à permettre d'introduire des nouveaux produits dans leur technique et à revaloriser leur métier. Beaucoup d'épices aussi, on les incite beaucoup à mettre d'épices dans des épices accessibles aux enfants. Et on essaye aussi de gagner d'autres secteurs que le scolaire. Alors, je vous invite tous à venir dans le Gers. Allez hop, c'est parti. Ouais, alors, On affrète un buste au poste. exactement. Les 18 et 19 octobre, on va faire les rencontres nationales de la restauration collective faite maison bio locale de saison Génial. à Termes d'Armagnac. Il y aura la première EHPAD en 100% fait maison, 100% bio, local et de saison, bien sûr. Alors, elle a déjà été inaugurée au mois de janvier. Nous, comme on a fait à Romainville, on va venir en tirer tous les bénéfices sur les résidents au bout de... Je vais faire un peu de spoiler, mais déjà au bout d'un mois de fonctionnement, tout le budget qui est alloué, pour le dire un petit peu crûment, au transit, ont diminué drastiquement. Les gens vont à la selle tout seuls. Il n'y a plus d'actes intrusifs qui sont quand même attentatoires à la dignité, même si c'est fait Bien sûr. dans les règles de l'art. Les gens donc vont à la selle tout seuls. Ils ont tous repris du poids parce que c'est bon. Mais ça, c'est important. Ils étaient en liaison froide, je le dis, Ouais. voilà. L'ambiance est plus du tout la même. Ils mangent plus, ils mangent mieux. Et ça sent bon, il y a de la joie. La commensalité, c'est important. La commensalité, Bah oui. exactement, sur des populations quand même pour qui le repas
je pense, historiquement, enfin, à leur échelle, prenaient quand même on prenait plus le temps de manger, concrètement. Hein. Alors, eux, ils vont avoir de la viande tous les jours, mais moins. On va les associer au repas. Qu'est-ce que vous avez envie de manger? Mais on va aussi les associer à la transition alimentaire. On va aussi mettre un peu plus d'aliments qui vont faire baisser la facture en CO2 de leur assiette. Et on est en train de le faire tout début juillet. On va aussi inaugurer, c'est un centre qui s'appelle le Bercail et dans lequel ils reçoivent des polyhandicapés. Il y a 70 résidents. C'est une structure c'est le directeur qui s'est dit, moi je vais bientôt partir à la retraite et je veux laisser une première aussi pour entraîner le secteur médico-social qui est vraiment à la traîne dans l'introduction de produits bio et de produits dits de qualité et durable. Voilà. Et puis même en termes de goût, on sait que les hôpitaux, c'est un peu les pires endroits pour manger. Tous les gens qui ont fait des séjours loin à l'hôpital peuvent en témoigner. Je ne sais pas si dans le chat, il y a certains d'entre vous qui ont passé du temps dans les hôpitaux, mais alors c'est vraiment catastrophique. On va juste parler de la bio et de la loi Egalim pour que je ne sais plus quel est le pseudo de la personne qui posait les questions à Amadeosaurus et des réponses aussi à ces questions, mais c'est important. Ouais. Donc, je rappelais dans l'intro que le secteur, c'est 25 milliards d'euros de chiffre d'affaires. On parlait justement, par exemple, tu parlais des appels d'offres pour revaloriser la filière locale, notamment la filière bleue, peut-être reconstruire aussi ou construire une filière bio, une filière locale, soutenir en tout cas l'agriculture. Il y a, je voulais citer quand même la plateforme AgriLocal qui existe, qui met en rapport des cuisiniers et des producteurs locaux selon les besoins des cuisiniers et les offres, comme tu le disais aussi, des agriculteurs et agricultrices. Un modèle où les commandes sont fermes. Les cuisiniers disent, voilà, nous on a besoin, comme je disais, de 2000 pommes par mois, on a besoin de 3000 patates, etc. Et donc les producteurs peuvent écouler leur stock dans des bonnes conditions, ça c'est important aussi de le dire. Et on va parler bio. Avant de finir cette émission, on va parler de la loi Egalim, donc la loi dite Egalim pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et pour une alimentation saine, durable et accessible à tous. Egalim, quoi, voilà pourquoi on dit ça en cours. Il y a un volet restauration collective qui s'applique depuis 2022 au service public et depuis 2024 au secteur privé. Alors, les objectifs fixés sur le papier, on se dit, oh là là, disons que c'est quand même très ambitieux, puisque les menus en restauration collective doivent comporter 50% de produits de qualité et durables, notamment via les labels par exemple, dont 20% issus de l'agriculture bio ou en conversion. Vous pouvez aller trouver les chiffres sur Internet, etc. Sur Ma Cantine, tu en parlais tout à l'heure. Sauf que, voilà, comme tu sais, on n'y est pas du tout. Absolument pas. Alors, il y a deux chiffres différents. D'ailleurs, ils sont du simple au double. D'après les chiffres du gouvernement, tu parlais de Ma Cantine où les gens déclarent, donc c'est déclaratif. Donc les chiffres du gouvernement sont du déclaratif des cantines. On serait seulement sur 13% de bio. Avec des grandes différences d'un secteur à l'autre, le scolaire étant en tête. Et l'agence bio, elle dit, oulala, non, nous sommes à 7%. Donc on est quand même du simple au double. Donc ce qu'on apprend, c'est que, quel que soit le chiffre, de toute façon, les cantines, la plupart ne respectent pas la loi. Je te laisserai réagir à ça après. Je veux juste donner, d'après l'agence bio, l'application de la loi Egalim en restauration collective, ça représenterait, si c'était appliqué, un chiffre d'affaires supplémentaire pour les gens qui produisent en bio de plus de 800 millions d'euros, soit plus que les pertes estimées de ce secteur cumulées en 2022-2023. Ouais. Alors moi j'ai lu un chiffre comme si Egalim était vraiment appliqué, juste les 20%, c'est un marché de 1,5 milliard. Donc effectivement... Si peu. Une broutille. Donc on se demande comment soutenir le secteur bio. Peut-être comme ça déjà. C'est d'autant plus triste que beaucoup de gens, et je pense notamment aux éleveurs de porc en bio, ont été incités en fait à se mettre en ordre de bataille et que le porc en bio aujourd'hui en France... mais Bérésina, le mot n'est pas assez fort encore. Il y avait un très bon documentaire d'ailleurs qui s'appelle Sur la paille d'Éric Guéret qui a été projeté récemment. Je vous incite vraiment à aller le regarder, où il raconte ce type qui est aux prises avec les banques parce qu'il a fait des investissements pour pouvoir répondre à la restauration collective bio. Et en fait, son plan, quoi. Ah ben complètement. C'est ça. Qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Juste, je veux pas enfoncer le clou sur les chiffres. Bah si, vas-y. Si. On est là pour ça aussi. Et en fait, aujourd'hui, il y a 80 000 lieux de restauration qui devraient faire grosso modo leur déclaration. Il y en a que 20% qui l'ont fait.
Wow. Donc déjà, allô, la restauration privée, Où on êtes-vous vous attend. Mais il n'y a pas que, il y a aussi, on va dire, public aussi qui n'a pas forcément joué le jeu. Et sur ces 20%, il y en avait beaucoup. Enfin, on le voit puisque ils ont réitéré. Il y a une grande part qui a réitéré ce qu'ils avaient déjà fait en 2023. C'est des gens qui ont des choses à dire. Donc ce chiffre. Déjà pas très élevé de 12-13% de bio, c'est sur un échantillon non représentatif et déjà parcellaire et non représentatif parce que c'est ceux qui ont le plus de choses à dire. Donc quand on va part de avoir loin. les vrais chiffres, à mon avis, on va pleurer. on va avoir pleurer. mal, ouais. Mais ouais. c'est quand même la loi, c'est quand même dingue de se dire Oui, que la loi mais fixe ça et les gens c'est ne une loi- respectent pas cette C'est une loi qui a été Elle est- prévue sans contrôle sans effectif. concertation, sans consultation aussi ou L'idée, c'était de dire, on va essayer d'inciter, en fait. C'est vrai que si on met, s'ils avaient été trop durs, peut-être au début, même on pourrait discuter de ce seuil de 20%. Est-ce que c'est cohérent de se dire, on va leur donner que 80% de produits avec des résidus de pesticides, parce que quand même, on en trouve surtout sur des produits venus hors de l'Union européenne, hein, mais on en trouve aussi sur des produits made in Europe. Et donc, on pourrait discuter est-ce que c'est un bien fondé au plan sanitaire d'avoir prévu que 20%, mais c'est déjà 20%. Et en fait, à l'usage, on se rend compte que qui peut le moins peut le plus. Je détourne un oui, petit peu. quand on commence à quand monter, on on se commence- dit pourquoi rester à 20% Exactement, en fait exactement. Si on a réussi à le faire, autant continuer sur cette lancée, quoi. Exactement. Parce que c'est pas simplement dire à un cuisinier, tiens, une carotte bio. Une carotte bio et on va dire locale, c'est toute une histoire qu'il y a derrière. Et quand c'est aussi une carotte brute. Je suis venue avec une définition légale de qu'est-ce que c'est que la cuisine sur place, parce que finalement, il y a une grille d'interprétation pour le fait maison. Donc c'est un article du Code de la consommation. J'aimerais bien juste en parler parce que justement dans la stratégie nationale pour l'alimentation qui vient d'être publiée par le gouvernement, il est écrit qu'il voudrait faire évoluer cette définition pour, alors je vous dis ce qu'il y a derrière, c'est pour qu'elle colle, qu'on puisse me dire du fait maison aussi dans les cuisines centrales. Parce qu'aujourd'hui, cette définition, elle permet pas, ça a un lien avec l'approvisionnement. C'est un plat fait maison est un plat entièrement cuisiné ou transformé sur place à partir de produits bruts, c'est-à-dire crus et sans assemblage avec d'autres produits alimentaires. Bon, on peut faire du fait maison et utiliser des pâtes qui ont déjà été faites ou du fromage blanc et tout ça. Donc, en fait, le produit brut, c'est hyper important. Et donc, quand on commence à réfléchir à faire rentrer dans sa cuisine des produits bruts, des bio, il y a toute une philosophie, j'oserais dire, qui se met en place. On se reconnecte. Parce que ouvrir des boîtes, ouvrir des poches de légumes, déjà coupé, je vous parle même pas des propriétés. Quelqu'un, je voyais dans le chat, disait mais dites-le que le bio c'est meilleur pour la santé. C'est meilleur pour la santé. C'est vrai que les qualités nutritives en fait des aliments sont davantage conservées que quand on est sur des produits qui ont déjà subi une transformation. Et je vous parle même pas d'ultra transformés. Même tu parlais de semences paysannes, certaines variétés sont bien meilleures pour la santé que ce qu'on peut bouffer aujourd'hui. C'est meilleur quoi. au goût. Enfin c'est meilleur. Point. Voilà, c'est meilleur. Pour tout le monde, pour tous. Et donc, pour demeurer brut, le produit alimentaire doit être acheté cru par le restaurateur. Ils ne doivent pas avoir été modifiés dans sa nature et en particulier par un mélange, en particulier avec un autre produit alimentaire ou par un chauffage préalable. Tout ça, en fait, c'est tout un processus. Manger, donc cuisiner brut des produits, les cuisiner sans additifs. Je parlais des poudres tout à l'heure. Faire des choses simples. On demande pas d'aller sur la lune, on demande juste de faire à manger à des enfants. Hein, c'est ce que mais dit surtout, souvent je veux dire, même les adultes ont envie de manger des adultes, oui, simples tout à fait. Goûteuses, bonnes pour Exactement. tout le monde, et qu'un cuisinière a pris aussi du plaisir à faire et du plaisir à le servir. C'est aussi la question de la dignité dont tu parlais, d'être fier de son métier, d'être fier de faire à manger, de nourrir les autres. Faut savoir quand même que la restauration générale et la restauration collective en particulier est un secteur qui a du mal à recruter. Et nous, on voit que c'est vrai, mais on arrive quand même à attraper des profils super intéressants. Je vous invite à aller sur le média Brut,
et de taper Brut Romainville et d'aller voir la vidéo de ce qui se passe dans cette cuisine. Et vous verrez, c'est la vie en fait. C'est la vie, c'est le plaisir, c'est la joie. Vous avez des convives, vous avez une équipe en cuisine. Tout le monde est respecté. Je pense qu'il y a une question de respect en fait dans ces métiers. Je voudrais citer quand même, on parlait de la bio et qui peut le moins peut le plus, certaines cantines, peut-être il y en a qui nous regardent. Donc par exemple, il y a des cantines qui servent des écoles aujourd'hui 80 voire 100% de bio, on en parlait comme à Romainville. Il y a le collège de Lézignan dans l'Aude où Pierre-Yves Rommler cuisine, on parlera de son livre juste dans les recommandations tout à l'heure. Il y a aussi les collèges Pierre Perrin à Tremblay et Jacques Brel à Noyelles-sur-Vilaine en Ille-et-Vilaine. Il y a la cantine de Montsertout dans les Alpes-Maritimes qui sont en 100% bio depuis 2012. Donc, ils n'ont pas attendu qu'on leur dise mettez 20%. Ou alors, effectivement, Maryse Bastier à Romainville. Alors, je voudrais dire, là, les 2 cuisines que tu as citées dans l'Ille-et-Vilaine, c'est des cantines qu'on accompagne. Ah bah, tu vois, je ne savais même pas. Pour le coup, je vous jure que c'est vrai, je ne savais pas du tout. Et alors, le département de l'Ille-et-Vilaine a décidé que les 57 établissements dont il a la responsabilité, d'ici 2028, passeraient... Alors, eux, ils se sont mis 50% de bio pour rester raisonnable. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Parce que, je vous parlais tout à l'heure des exemples. Donc vraiment, saisissez-vous des exemples réussis pour aller voir les collectivités dont dépendent les cantines ou les associations. Et vous, parents, vous avez un pouvoir, vous avez le pouvoir d'agir. À fond, on est à 1 an des municipales. Que vous soyez des gens qui êtes en train de monter des listes ou que vous ayez un élu, il faut secouer la cuisine. Le maire de Romainville, il dit, si je veux enlever 3 places de parking, je dois faire un référendum. En revanche, la cuisine, ça met tout le monde d'accord. Mais il y a quand même des enjeux politiques derrière et des enjeux de représentation. J'allais te dire. Qui font que, voilà. C'est une question de volonté politique. Eh bien, justement, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il n'y a pas d'enjeu de rentabilité dans les cantines scolaires. Il faut quand même tenir son budget. Mais tenir un budget, certes, mais pas d'être rentable. Pas quand on le fait en régie publique. Et donc, le département de la Vilaine, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus en Dordogne. La Dordogne, c'est, on va dire, l'Eldorado de la restauration collective. Il y a un président qui est socialiste, qui s'appelle Germinal Perrault, qui a décidé, à partir de 2017, de passer toutes ces cantines, les cantines dont il a la responsabilité, donc les collèges, en 100% fait maison, en 100% bio. C'est là que je reconnecte avec le collectif, parce qu'il a rencontré des gens du collectif Les Pieds dans le Plat qui lui ont dit « Ok, on va t'aider. Techniquement, on est capable de le faire. » Et ça... donc c'est en cours, il y a 35 collèges, il y en a 18 déjà qui ont été labellisés. Alors dans la restauration collective, on est labellisé en carotte. C'est un label qui s'appelle le label EcoCert en cuisine, qui vient et qui labellise 1 carotte, 2 carottes, 3 carottes et ensuite le niveau excellence. Et donc on est à 18 la carotte d'or. Collèges. Alors on n'a pas encore inventé la carotte d'or, mais peut-être qu'ils vont le faire. Et ils labellisent... en regardant les factures, ils ont plein de critères. Oui, c'est pas comme l'étoile verte du Michelin où c'est du déclaratif et J'ai pas d'avis sur la question. Voilà, moi oui. Voilà, donc okay. Non, là ils regardent. Donc il y a un vrai label. Et ils reviennent, et ils sont inspectés. Donc c'est un truc on peut faire confiance à ce label-là. Complètement. Le plus gros obstacle au changement, pour toi, on va finir bientôt l'émission, est-ce que c'est les volontés politiques? Ou est-ce que c'est le poids, le monopole des géants dont on parlait, Sodexo, Elior, Compass? Est-ce que c'est un mélange des deux? J'avoue qu'on a tellement de boulot et on a tellement de choses constructives à faire qu'on passe pas beaucoup de temps à discuter du sexe des anges et de la Sodexo. Donc, je crois que il faut accepter de se mêler de l'humain, du facteur humain. C'est sûr que c'est beaucoup plus simple de concéder à quelqu'un qui va d'externaliser et de ne pas avoir à régler ce genre de questions. Donc, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles ils n'ont pas envie les élus de garder cette compétence-là. Ça peut s'expliquer et ça peut se comprendre jusqu'à un certain point. En même temps, il est de leur responsabilité d'assurer pour les enfants et pour leurs aînés et pour tout le monde, en fait, dont ils ont la responsabilité, sachant que tout le monde, un jour ou l'autre, est amené à manger en restauration collective. Donc, c'est vraiment un sujet qui nous concerne tous. Et aussi pour l'avenir de leur territoire. Ils ont cette responsabilité de s'emparer de ce sujet. Donc, il y a, on va dire, une envie de ne pas avoir à gérer directement ça. Il y a beaucoup de croyances aussi sur ce qu'est la restauration collective. Ça peut être un projet de société merveilleux. Je crois qu'aujourd'hui, au niveau national, on a besoin de récits qui font lien, qui font commun. On mange tous, quel que soit le vote qu'on met dans l'urne. Donc, on aurait de quoi construire un récit positif
Voilà. Ce qui aujourd'hui bloque un petit peu, et ça, je crois qu'en Dordogne, malheureusement, on l'a vu, on le voit, c'est que cette question de la bio continue de cliver. Peut-être que sur le local, on arrivera à se mettre d'accord. On a besoin aujourd'hui, en tout cas c'est écrit noir sur blanc dans les dizaines de rapports qui nous parlent du dérèglement climatique, mais qui nous parlent aussi de la démocratie. Aujourd'hui, un pays stable, c'est un pays où on a à manger, où on a à manger en quantité suffisante et en qualité suffisante. Et pour ça, il faut avoir une agriculture qui repose sur des saisons stables. C'est plus le cas aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas. On a trop d'eau, on a trop de soleil, on a trop chaud. Donc, allez savoir si demain on a des systèmes agricoles hyper dépendants aux intrants. Donc aux intrants qui sont, je le rappelle, quand même produits grâce à l'énergie fossile, enfin à des fossiles, avec des gros camions, des gros tracteurs et avec de l'alimentation qu'on doit envoyer à l'autre bout du pays ou de l'Europe. On a besoin de relocaliser notre agriculture. Absolument, il faut le faire maintenant. Et de soutenir les paysans, exactement, paysannes, évidemment. Exactement. Donc ça, la commande publique est un levier extraordinaire. On a des mangeurs tous les jours, captifs, si je puis dire, à nourrir, et une possibilité, même à travers les marchés publics, de venir faire appel à eux. Mais les petites cantines sont pas obligées de passer ne sont pas tenues à passer des marchés publics. Donc si chacun faisait ça, et si chacun ne faisait que mettre 20% de bio, on pourrait vraiment soutenir notre agriculture locale, une agriculture proche de nous, résiliente, et qui se sentirait accompagnée. Je pense que ce serait un formidable accélérateur aussi. Vocation, je ne vais pas aller jusque-là, mais en tout cas des opérateurs économiques que sont les agriculteurs, de se dire, 10 mois dans l'année, je suis sûre de pouvoir écouler ma production. On se mettrait d'accord avec le chef de cuisine, tu vas faire des carottes râpées dans 6 mois, tu vas en avoir besoin de tant de kilos, je vais faire mes planches en fonction de ça. Il y a des gens très bien, tu parlais tout à l'heure d'agri-local, il y a tous les agro-bio, le réseau Manger Bio, les GAB, qui sont des gens très compétents sur les territoires, vers lesquels peuvent se tourner les municipalités, les collèges, les lycées, pour venir trouver les fournisseurs dont ils ont besoin. On va devoir rendre l'antenne parce qu'il y a encore une convocation au poste. David convoque au poste des médias indépendants. Eh oui, bien sûr. Et voilà. Donc, on va arrêter un tout petit peu parce que comme ça, David pourra aller, je ne sais pas, faire une petite pause, boire de l'eau, aller aux toilettes ou juste faire ce qu'il a envie de faire. Hein. Je ne suis personne. Qui suis-je pour juger ? Le prochain épisode de Bouffe de là portera sur d'autres formes de restauration collective que sont les cantines solidaires. Donc voilà, le mois prochain. Pour finir, j'ai 3 livres à vous recommander. Il y en a un que tu as ramené parce que moi je reviens de Brive-la-Gaillarde. J'ai complètement oublié de prendre les bouquins. Je reviens de la guerre, j'ai plus. Donc je vais, voilà, tiens, je vais le montrer, monsieur. Donc j'ai un livre à vous recommander qui est Les cuisines de la nation, éduquer, nourrir, industrialiser par l'anthropologue Geneviève Zoya et le sociologue Laurent Vizier, qui est sorti cette année chez White Project. Vous pouvez en lire quelques extraits chez les copains indépendants de Basta, qui ont publié Les Bonnes Feuilles. Je vous recommande aussi le livre noir des cantines scolaires de la journaliste Sandra Franc-René chez Le Duc. Et je vous recommande un petit bouquin qui est génial, qui s'appelle Une autre cantine est possible pour en finir avec 10 idées reçues sur la cuisine de collectivité aux éditions du Croquant par le sociologue et anthropologue Marc Pernoud et le cuisinier dont on parlait tout à l'heure, Pierre-Yves Romler, qui fait la popote pour les collégiens de Lézignan dans l'Aude et qu'on salue parce qu'il avait très envie d'être là. Hélas, il a pu s'absenter, il n'a pas pu rendre son tablier et venir. C'est de ma faute, j'ai prévenu un peu trop en retard. Donc Pierre-Yves, si tu nous regardes, on t'embrasse. Enfin, même si on ne se connaît pas plus que ça. Ouais. Voilà. Et donc, merci à toi, Marine Jobert. Merci, je suis contente de l'assaut collectif Les Pieds dans le Plat. T'es contente, c'est bon, tu as... Je suis contente, on aurait pu faire le double encore, je me rends compte. Bah oui, tu vois, je t'avais dit, beaucoup de choses à dire. Ouais, beaucoup de choses à dire. En tout cas, voilà, c'est vraiment l'affaire de tout le monde, les cantines. Allez-y. On a du pouvoir, voilà. Parents d'élèves, coparents, belle-mère, beau-père. Voilà, allez solliciter les gens qui peuvent faire changer ça. Vous avez du pouvoir, renseignez-vous là-dessus. Merci à Eurial dans le chat, merci à David Alaréal, merci à tous les gens dans le chat, aux postiers, en postières, d'avoir suivi et participé à l'émission. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel, waouh, c'est vraiment la fin de journée, un nouvel épisode de Bouffe de là. Merci à tous. On dit que la Seine, elle est dégueulasse, mais c'est parce que tout le 16e arrondissement se chie dessus, les amis. Aujourd'hui, sur la place de la République, artistes, journalistes, chercheuses, chercheurs, associations,
Associations, mouvements citoyens, syndicats, sportifs, humoristes, nous sommes réunis ici pour faire face à la menace de l'extrême droite, pour montrer notre détermination et notre unité, pour faire la fête aussi, parce que c'est comme ça qu'on résiste, c'est aussi en faisant la fête, en créant de la joie, c'est comme ça qu'on résiste à la haine et à l'intolérance. Bonsoir la République, la vraie, la République vivante, la République de l'égalité des droits, sans distinction d'origine, sans distinction d'apparence, de croyance, de sexe, de genre, la République démocratique et sociale. Ensemble, faisons en sorte que tout ça ne soit pas que des mots, des discours, de la performance. Nous avons besoin plus que jamais de solidarité. Tâchons d'être solidaires. La riposte, c'est vous. Donnez au poste. Soutenez-nous sur auposte.fr.